Cette guerre est tout sauf un accident de l'histoire. Galia Ackerman et Stéphane Courtois publient le livre noir de Vladimir Poutine chez Robert Laffont. Ils nous rejoignent juste après l'invitation de Marco Pommier. Si on vous invite Galia Ackerman et Stéphane Courtois, c'est parce que vous avez tenté de percer le mystère Poutine. Avec vous, nous voulons comprendre le parcours et l'idéologie du maître du Kremlin. Jusqu'où peut-il aller dans sa guerre contre l'Ukraine, lui qui n'hésite plus à agiter la menace nucléaire? C'est un homme très dangereux. Aujourd'hui, ce rat acculé, c'est Poutine. C'est Poutine. Et un rat acculé est un rat dangereux. Galia Ackerman, Stéphane Courtois, vous avez en commun la profession d'historien. Impossible, Stéphane Courtois, de ne pas citer votre best-seller mondial sur l'ampleur des crimes du régime soviétique. Quant à vous, Galia Ackerman, dissidente russe née à Moscou, journaliste, grande spécialiste du monde soviétique, vous dirigez la rédaction de Desk Russie. Ensemble, vous publiez aujourd'hui un nouveau livre noir sur les multiples facettes de Vladimir Poutine. Cet Homo soviéticus, dites-vous, politique de déstabilisation de l'Occident, relation avec les oligarques et l'Église orthodoxe pour asseoir sa toute-puissance. Comment ce lieutenant-colonel, issu d'un milieu modeste, est-il parvenu à se hisser au sommet du pouvoir? Nous essayons de retracer le chemin de Poutine et de donner une vision de sa gouvernance en avançant la thèse que ses méthodes et sa tactique sont inspirées du KGB. Poutine, l'éternel homme du KGB, de simple agent à directeur des renseignements russes, l'homme est marqué par cette culture quasi mafieuse, sans oublier son idéologie rétrograde, tournée vers le passé communiste de la Russie. Le maître du Kremlin a toujours refusé l'effondrement de l'URSS en 1991. En URSS, après sa dissolution, 25 millions de personnes d'origine russe se sont retrouvées d'un jour à l'autre dans des pays étrangers. Et cela a été une vraie catastrophe humanitaire. La reconquête des frontières de l'Empire tsariste, une obsession de Vladimir Poutine. Guidé par cet objectif, il déclenchera plusieurs guerres meurtrières. Tchétchénie, Géorgie, Crimée et aujourd'hui l'Ukraine. Mais qu'en est-il de l'avenir? Galia Ackerman et Stéphane Courtois, ce régime peut-il tenir? Les valeurs de la démocratie finiront-elles par renverser Vladimir Poutine? À vous la parole. Bonsoir Galia Ackerman. Bonsoir. Et bonsoir Stéphane Courtois. Merci infiniment à tous les deux d'être sur ce plateau. On va parler de ce livre, bien sûr. Commençons par les racines même de l'invasion russe. C'est au fond pour comprendre cette guerre qui nous semble si irrationnelle que vous replongez dans la destinée, dans le parcours de cet Homo soviéticus. Galia Ackerman, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Homo soviéticus, c'est en latin, bien sûr, le mot soviéticus n'existait pas, mais bon, c'est un pseudo-latin, ça veut dire homme soviétique. Et homme soviétique, ça veut dire un homme qui a les valeurs du système soviétique, qui a été élevé à l'intérieur du système soviétique et qui agit en tant que tel. Ça veut dire que tout ce qu'il a gardé, il ne s'est jamais dépris de cette culture du KGB dans l'Empire soviétique, cette culture mafieuse, vous la décrivez comme telle, c'est ce qu'il constitue encore aujourd'hui. Oui, alors, on a dit Homo soviéticus, effectivement, puisqu'il a vécu jusqu'à ses 40 ans en Union soviétique et il a totalement adhéré à ses valeurs. Mais il y a un élément supplémentaire, c'est que Homo soviéticus, mais KGBiste. Oui. Et ça, c'est très particulier. En plus. Voilà, c'est très particulier puisque le KGB, depuis son origine en 1917 jusqu'en 1991, a toujours été l'institution de la terreur sans laquelle le régime n'aurait pas tenu. Culture de la terreur, de la violence, de la duplicité. De la violence, du secret, de la duplicité. Galia. Du mensonge. Ça, c'est très important parce que au KGB, on élève les gens, on les éduque au mensonge. En fait, Poutine est une sorte d'officier traitant ou de super officier traitant qui a fait cette école du KGB, ensuite l'école de l'Institut Andropov pour les espions et qui sait manipuler les gens et qui sait mentir surtout sur ses intentions, sur ce qu'il est en train de faire, sur ses plans, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, sa volonté est rétrograde
en elle-même, c'est-à-dire que ça n'est pas une fuite en avant, c'est une fuite en avant vers le passé. Il veut retrouver la gloire passée de la puissance soviétique. Oui, et d'ailleurs, il ne s'en cache pas. Avant même d'être élu président en 2000, au mois de mars, il a fait une déclaration très, très claire. Celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, et celui qui veut la reconstituer à l'identique n'a pas de tête. Mais ça n'interdit pas de la reconstituer d'une autre manière. Et dès le départ, alors qu'il est Premier ministre d'Helsinki, il trinque, c'est l'une des anecdotes, à la santé de Staline. Son maître, son modèle. Oui, c'est son modèle, de même qu'Ivan le Terrible, c'est-à-dire un gouverneur, un président, peu importe quel titre donner à cela, un leader, qui règne par la terreur, qui règne aussi par la subversion et qui a des projets purement colonialistes et impérialistes. Et il y a aussi, encore une phrase, il y en a celle que Stéphane a citée, j'ajouterai une autre. Quand il était encore Premier ministre, avant même d'être élu président, il a assisté à la fête du tchéquiste. Tchéquiste, c'est la Tchéka, c'est l'ancêtre du KGB et du FSB, créé tout de suite après la Révolution d'octobre. Et il a dit, en plaisantant, ou peut-être en ne plaisantant pas, il a dit à ses camarades, donc le corps de tchéquistes rassemblés à l'occasion, il a dit « Je vous rapporte que j'ai rempli la première étape de la mission à infiltrer le gouvernement. » Vous voyez, donc tout cela a été conçu dès sa nomination et certainement il y a eu des forces qui étaient derrière lui, même si à ce jour nous n'avons pas pu vraiment les identifier. Peut-être un groupe de généraux du KGB qui a essayé par son intermédiaire de revenir aux commandes. Donc Poutine avait très certainement un projet impérial qui il lui a fallu 20 ans pour le réaliser. C'est autant le livre noir de Poutine que celui de notre aveuglement sur lui, de celui de nos naïvetés. On va y revenir dans un instant. Il y a un chapitre qui m'a interpellée, c'est la langue de Poutine, cette vulgarité, cette violence dans les mots. Écoutez 1999 à propos des Tchétchènes. Преследовать террористов везде. В аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Voilà, les Tchétchènes, on ira les buter jusque dans les chiottes. Il y a beaucoup d'autres exemples que vous citez de verbatim de Poutine. Cette violence-là dans les mots, elle a forcément des conséquences aussi dans la société russe. Ah ben bien entendu, mais ce que reflète ce type d'expression et le chapitre que vous évoquez, c'est le fait que cet homme du KGB, qui est déjà un homme de grande violence et de mensonges et de secrets, etc., s'est accoquiné avec des gens de la mafia, du grand banditisme. Et donc là, on est tout à fait dans ce type de... Vous le dites d'ailleurs, le code d'honneur du KGB, c'est la haute pègre. C'est le même code d'honneur. C'est la confiance, et la confiance qui repose sur l'assassinat. À partir du moment où vous assassinez quelqu'un qu'on vous a ordonné d'assassiner, vous êtes, dans la mafia, un homme d'honneur, et dans le KGB, vous êtes un homme de confiance. L'Ukraine, Galia Ackerman, obsède depuis toujours Vladimir Poutine. En 2004, quand Viktor Yanukovych gagne l'élection, cette élection est contestée partout dans le pays par les observateurs internationaux, il est furieux déjà. Je pense que Poutine a quelque chose de très personnel contre l'Ukraine. Vous savez, parfois, pour serial killers, on analyse leur enfance ou ce qui leur est arrivé au cours de leur vie. Et donc, pour Poutine, je ne sais pas quelle était l'impulsion initiale. Il y a un côté rationnel, c'est qu'il est impossible de reconstruire l'Empire sans l'Ukraine. Mais il y a aussi quelque chose de très personnel. À plusieurs reprises, il a perdu en Ukraine. Il a perdu les élections que vous avez évoquées, 2004. Il a félicité Yanukovych. Et ensuite, c'est le peuple qui a insisté pour qu'il y ait le 3e tour des élections. Et c'est l'homme que les services secrets russes, ensemble avec des complicités ukrainiennes, ont essayé d'empoisonner, Viktor Yushchenko, qui a gagné l'élection. Ensuite, il arrive, Poutine, à installer quand même Yanukovych en 2010. Il y a un travail de sape énorme. Il y a des spin doctors qui sont à l'œuvre. Yanukovych gagne.
Eh bien, en 2013, il est renversé, encore une fois. 2013, début du Maïdan, il a été renversé la révolution début en Ukraine. 2014. Et ensuite, même maintenant, après l'annexion de la Crimée, les Russes ont dépensé un argent fou pour soudoyer à tous les niveaux en Ukraine Oui. des gens qui pourraient prendre la relève et installer finalement un régime dont les Russes ont besoin. Et là encore, ça n'a pas marché. Alors, vous montrez très bien dans le livre les guerres qu'ils nous mènent, les guerres hybrides depuis des décennies sur le terrain de l'information, des cyberattaques, des politiques, de la propagande, jusqu'à l'art dans certaines capitales de nos propres élites. On s'est aveuglé longtemps. Est-ce qu'il y a encore trop d'indulgence parmi les élites françaises vis-à-vis de Poutine ? On s'est beaucoup aveuglé. Et puis, il y a des gens qui, en France et ailleurs, il y a des gens, d'une part, qui sont un peu fascinés par cet homme qui a l'air puissant, voire même très puissant, et qui fait gagner beaucoup d'argent. Il y a un phénomène de corruption qui est très important. Prenons ne serait-ce que l'exemple de l'Allemagne. L'ex-chancelier Schröder, qui a signé tous ces contrats gaziers qui nous mettent aujourd'hui, qui nous mettaient quasiment pieds et poings liés dans les mains de Poutine. Il pouvait couper le robinet du gaz quand il voulait. Et là, on est en pleine corruption. Un tout petit mot, vraiment, il nous reste une poignée de secondes, Gali Ackerman. Il y a des papiers récents qui montrent une forme de pression américaine sur Zelensky pour le pousser à négocier. Lui s'y refuse tant que Poutine est là. Il craint des grosses attaques. Kiev rentre dans l'hiver sans électricité. Est-ce que la victoire des Ukrainiens est encore possible ? La victoire des Ukrainiens est possible tant que le peuple ukrainien croit en la victoire. Et c'est très important. Ce n'est pas avec Zelensky qu'il faut négocier. Il faut négocier au fond avec le peuple ukrainien. Et si Zelensky fait quelque chose que ne veut pas le peuple ukrainien, il va valser. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous conseille le livre noir de Vladimir Poutine chez Robert Laffont. C'est implacable et c'est lucide sur le dictateur russe. Et la conclusion est très claire. Vous enjoignez les Européens à sortir de la naïveté. Un jour ou l'autre, l'Ukraine rentrera dans l'OTAN, nous dites-vous. Vous allez très loin. Merci à vous. Merci beaucoup.